Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon conquête, péromène et romanisation et pour ça je vais vous emmener donc voir, on va faire une petite visite dans un musée pour voir la statue d'Auguste Prima Porta. Cette statue qui est très célèbre parce qu'en fait cet empereur Auguste a fait plein de statues justement et pour la distinguer des autres on lui a donné ce nom de Prima Porta, tout à l'heure on verra pourquoi. Alors cette statue se trouve à quel endroit? Elle se trouve en Italie, donc ici à Rome, plus précisément dans un endroit qui s'appelle le Vatican. Le Vatican, c'était un très grand musée. Si un jour vous avez la chance d'y aller, pour le visiter, on considère qu'il faut à peu près une semaine en commençant tôt le matin et en finissant tard le soir. Alors pourquoi il se trouve dans ce musée? Parce que c'est un musée qui appartient au pape et depuis très longtemps, les papes donc, ont amassé une grande collection d'œuvres d'art. Et c'est pour ça que on considère que ce musée est le musée le plus important d'Italie, au même titre que par exemple le musée du Louvre en France ou que le British Museum en Angleterre, à Londres, où nous avons vu le coffre-étendard de la Cité dure. Alors on va commencer à travailler sur cette statue. Donc c'est une statue qui représente l'empereur Auguste avec plein de détails qui sont très significatifs comme on va le voir dans cette vidéo. Alors, qui est d'abord cet empereur Auguste? Je vous rappelle qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a une guerre civile qui éclate, à laquelle participe notamment Jules César. Et ça va se terminer en 27 avant Jésus-Christ, quand Octave, qui est le petit-neveu et le fils adoptif de Jules César, supprime la République et fonde l'Empire. Et à ce moment-là, il va changer de nom. Le Sénat va lui donner un titre, le titre d'Augustus, qui en latin veut dire élu des dieux. Et donc à partir de ce moment-là, Octave va s'appeler Octave Auguste et après, la plupart du temps, on va le désigner sous le nom d'Auguste. Alors cette statue a été réalisée en 14 après Jésus-Christ. Et 14 après Jésus-Christ, c'est l'année où Auguste meurt. Et cette statue, d'après un document qu'on a retrouvé, donc écrit par une pierre, c'est une commande qui aurait été effectuée par Livie, la dame que vous voyez ici, qui était la femme d'Auguste, à la mort de son mari. Et cette statue donc, a été réalisée il y a 2600 ans. Alors pour la petite histoire, tantôt on considère qu'Auguste est mort de mort naturelle, tantôt on considère que c'est Livie, la femme d'Auguste, qui l'aurait fait empoisonner. Alors cette statue est quelque chose que les Romains ont encore copié aux Grecs, c'est-à-dire que les Romains avaient l'habitude de faire de grandes statues, mais à l'image des Grecs, là vous avez une statue qui est très célèbre, et donc les Grecs avaient l'habitude de représenter leurs dieux, de représenter les hommes, donc sous forme de statues, le plus souvent en marbre ou également en bronze. On avait vu justement pendant les jeux delphiques à Delphes la statue de l'Auriche de Delphes, et c'est quelque chose qui est très habituel dans l'art romain. Alors cette statue s'appelle la statue de Prima Porta parce qu'en fait elle a été trouvée uniquement en 1863 dans un quartier de Rome qui s'appelle le quartier Prima Porta et comme par hasard dans la villa où habitait la femme d'Auguste. Et elle est très bien conservée parce qu'il n'y a pas grand chose qui a disparu de cette statue, elle est complètement entière. Et pour une raison toute simple, c'est qu'elle a passé à peu près 1900 ans sous la terre et donc la terre a permis de tout conserver et c'est pour ça qu'elle est entière. Alors, les statues d'Auguste, il y en a beaucoup. On considère qu'il y en a à peu près 1000 à la surface de la planète qui existent encore. Et c'est parce qu'en fait, c'est le premier empereur qui donc a beaucoup marqué les esprits et qu'on représentait de multiples manières. Alors, cette statue, je vous disais tout à l'heure, a été conservée dans la terre, ce qui permet justement de la voir presque entière. Il y a deux choses qui ont disparu. La première chose qui a disparu, voilà, la souris fonctionne, c'est ici, vous pouvez remarquer, donc à droite, vous avez un bâton qui a disparu, qui était un bâton de commandement qui indiquait que justement Auguste était donc quelqu'un de très puissant. Et c'est un bâton qui se trouve en métal, donc qui dit métal dit décomposé par l'humidité. Et la deuxième chose qui a disparu, on suppose que justement c'est une statue qui était peinte. Et là, vous avez à droite une reconstitution qui a été faite. Alors, pas beaucoup de couleurs ont été utilisées, mais vous avez principalement la couleur pourpre, vous avez également la couleur bleue, puis pour les cheveux aussi, vous avez donc le marron. Alors, cette statue, justement, est quelque chose qui permet de... Cette statue, non, j'ai oublié de vous donner les matériaux. Alors, les matériaux, c'était fait bien entendu en marbre, et puis ça a été fait avec, il y a de la peinture qui avait été rajoutée. Et quelque chose de très important, elle mesure plus de 2 mètres, très exactement, donc 2 mètres 04. Et c'est une statue qui, on pense, était conservée à l'extérieur, donc qui a été faite à la mort d'Auguste. Cette statue également donc avait un très grand message à donner, à transmettre, et c'est pour ça que nous allons travailler maintenant sur tous les détails qui permettent d'avoir des informations sur cet empereur Auguste. Donc voilà cette statue telle qu'on l'a retrouvée aujourd'hui.
Alors, premier détail, comment cet empereur est habillé? Cet empereur, il est habillé avec donc un équipement militaire parce que vu sa position, en fait, on pense qu'il est en train de parler à des soldats. Il est en train de parler à des soldats, comme c'est un empereur après une bataille, bien entendu, qu'il vient de remporter, et on pense qu'il est sans doute en train de féliciter ses soldats après une bataille. Alors, premier détail, son équipement, il a une grande cuirasse sur laquelle on reviendra plus tard, mais surtout il a une espèce de manteau qui est pourpre. Et chez les Romains, traditionnellement, ce manteau pourpre était associé aux généraux qui venaient de remporter des victoires. Et par la suite, tous les empereurs romains, pour montrer qu'ils sont empereurs, justement, vont porter ce manteau pourpre. Et quand vous serez en 4e, vous verrez qu'il y a un personnage qui s'appelle Napoléon Bonaparte qui prendra le pouvoir en France. Il deviendra empereur parce qu'il admirait beaucoup les empereurs romains. Et comme par hasard, quelle est la couleur du manteau que Napoléon va choisir? Ça sera le manteau de couleur pourpre parce qu'il n'arrêtait pas d'imiter les empereurs romains. Ce manteau en latin s'appelle le paludamentum, mais ce terme-là, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Alors cette statue, justement, quelle que soit la manière dont on la regarde, que ce soit de face, de dos, de derrière, justement, va montrer tout le pouvoir d'Auguste. Alors, sur la cuirasse, il y a plein de détails qui justement vont être très significatifs sur le message à transmettre. Alors là, il y a une représentation qui a été faite justement, une mise par écrit pour voir justement quels sont tous ces personnages qui sont représentés. Tous ces personnages, on va les voir un à un. Alors, il y a d'abord des dieux qui sont représentés. Je vous rappelle que Jules César, qui est le grand-oncle d'Octave, lui-même considérait qu'il descendait des dieux. Je vous rappelle que tous les Romains considèrent qu'il descend à la fois de Vénus, la déesse de la beauté, et de Mars, donc le dieu de la guerre, ce qui veut dire que tous les Romains sont très beaux et ce sont deux vaillants combattants. Tout en haut, vous avez ici un personnage qui est juste sous le cou justement d'Octave Auguste, un personnage qui tient une sorte de voile dans sa tête. Traditionnellement, chez les Romains, c'est le ciel. Après, des deux côtés, vous avez également donc deux autres personnages. Ici, de ce côté-là, vous avez le soleil. De ce côté-là, vous avez la lune et vous avez l'aurore. Ça veut dire que ces dieux, donc qui viennent de la nature, sont des dieux qui représentent donc les protecteurs d'Auguste. Mais en même temps, si Auguste les représente sur sa cuirasse, ça veut dire qu'il se considère un petit peu comme leur égal. Ici, vous les avez en couleur, donc c'est peut-être un petit peu plus net. Donc ici, le dieu du soleil sur son char, la lune et l'aurore, donc quand le soleil se lève. Pour revenir sur le dieu du soleil, les Romains considéraient que tous les matins, le soleil se levait quand le dieu du soleil était passé sur la terre avec son char. Et lorsque le soleil se couchait, c'était donc le deuxième passage du dieu du soleil. Ensuite, comme autre dieu, vous en avez deux. Une à droite ici, tout en bas où j'ai ma flèche. Il s'agit de la déesse Diane, qui est la déesse de la chasse. On la reconnaît parce qu'elle est montée sur un cerf. Et puis elle a un carquois ici avec des flèches parce que Diane donc tuait ses proies avec des flèches. Et de l'autre côté, vous avez donc le frère de Diane, qui est le dieu Apollon, que nous avons déjà vu. C'était le dieu qui était vénéré à Delphes chez les Grecs, qui ici est représenté donc avec une lyre, puisque c'est également le dieu musicien. Donc tous ces dieux sont également accompagnés par un petit dieu qui est juste au pied de l'empereur Auguste. Alors c'est très bizarre parce que ce petit dieu qui représente donc qui ressemble en fait à un petit ange, alors ma souris elle est ici, a des ailes dans le dos et en fait on dirait un gros bébé, enfin c'est même pas en dire, c'est un gros bébé, mais en fait c'est un dieu. Il s'agit de Cupidon, le dieu de l'amour. Alors que vient faire Cupidon, le dieu de l'amour, sur un empereur qui est en train de féliciter ses soldats sur un champ de bataille? Cupidon, c'est tout simplement le fils de Vénus. Et c'est pour rappeler que Octave Auguste est le descendant de Vénus et qu'en tant que descendant d'une déesse, il est aussi à moitié dieu. Et quelque chose de bizarre, ce dieu Cupidon, justement, est à cheval sur un animal qu'on ne distingue pas très bien ici. Et cet animal, c'est un dauphin. Alors, que vient faire un dauphin à côté du dieu de l'amour et à côté de l'empereur qui est en train de parler à ses soldats? Le dauphin, c'est la mer. Et en fait, Octave Auguste, par ses statues, délivre plein de symboles. Octave Auguste a un rapport particulier avec la mer, c'est-à-dire que le dauphin, qui vit dans la mer, donc rappelle la mer, et en 31 avant Jésus-Christ, donc c'est-à-dire quelques années avant de devenir empereur, Octave Auguste avait remporté une bataille très importante. C'est une bataille qui était justement une bataille navale qui s'était passée ici, entre l'Italie et la Grèce. Et cette bataille, c'était la bataille d'Actium,
où il avait rencontré la flotte de la reine Cléopâtre. La reine Cléopâtre, c'était la reine d'Égypte, qui lui avait permis de devenir maître de l'Égypte. Et je vous rappelle qu'à l'époque d'Octave Auguste, le monde méditerranéen a été presque entièrement conquis par les Romains, que ce soit au nord, que ce soit de l'Espagne justement de ce côté-là, à l'Égypte, que ce soit la Gaule, que ce soit également le nord de l'Afrique. Et donc ce dauphin va permettre de rappeler aux Romains justement Octave Auguste est maître des mers, il est maître également de l'Égypte. Alors, autre chose, sur cette cuirasse, il va y avoir une scène très importante, la restitution des enseignes romaines par le peuple des Parthes. Alors, qu'est-ce que c'est une enseigne? En fait, les Romains, quand ils combattaient, bien organisés en légion, avaient des personnes qui étaient des porteurs d'enseignes, c'est-à-dire qui portaient des espèces de bâtons que je vais vous montrer ici. Et à la tête, il y avait ce symbole du monde romain qui est l'aigle. Je vous rappelle, l'aigle, comme un autre animal qu'on avait vu, pour les Romains, la louve, sont des symboles de puissance. On ne va pas prendre un petit cochon ou un joli petit papillon pour nous représenter. Et donc, après cette bataille, qui avait lieu donc bien avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en 53 avant Jésus-Christ, les Romains avaient subi une grande défaite et pour les humilier, les Parthes, le peuple des Parthes, avaient confisqué, avaient pris et avaient ramené chez eux toutes ces enseignes romaines. Et le peuple des Parthes, c'est un peuple qui se trouvait à l'est justement de l'Empire romain, que je suis en train d'agiter ici, du côté du croissant fertile, près du Tigre et de l'Euphrate. Et les Romains avaient vraiment été humiliés par cet épisode. Et en 20 avant Jésus-Christ, justement, Auguste était en train de conquérir de continuer ses conquêtes. Il conclut un traité avec les Parthes et les Parthes justement préfèrent accéder à la demande d'Octave Auguste plutôt de se retrouver confrontés une nouvelle fois à l'armée romaine et puis de risquer peut-être cette fois-ci de perdre. Et dans ce traité, il est donc dit que les Parthes devront rendre toutes les enseignes qu'ils avaient confisquées 30 ans auparavant aux Romains. Et de ce côté-là, donc, on voit un Romain avec donc son épée, avec son armure, avec son casque, avec sa cape, qui est en train de partir récupérer cette enseigne qui est donnée par un Parthe ici. On voit donc c'est une tenue qui n'a rien à voir avec la tenue traditionnelle des Romains. Et ça, c'est une grande victoire d'Auguste qui considère que comme ça, il va pouvoir venger ses prédécesseurs qui ont perdu au nom de Rome. Et donc, ça montre bien que Octave Auguste est un grand conquérant. Et quelque chose qu'on peut remarquer, au pied de ce personnage romain qui est en train justement de récupérer les enseignes romaines, alors ce personnage romain, j'ai oublié de vous dire, on pense qu'il s'agit d'un personnage qui s'appelle Tibère. Tibère, en fait, c'est le beau-fils de l'empereur Octave Auguste, qui lui-même n'avait pas d'enfant. Et comme il avait besoin de quelqu'un de confiance pour partir récupérer ses enseignes chez les Parthes, il avait demandé à son beau-fils, et c'est Tibère qui, plus tard, à la mort d'Auguste, deviendra le futur empereur. Et au pied de Tibère, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une espèce d'animal. Vous voyez, il y a toujours des animaux chez les Romains, parce que c'est des animaux très symboliques. Un animal qui a 4 pattes, qui ressemble un petit peu, on pourrait dire, à une louve. Ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est tout simplement la louve des Romains qui était indiquée ici, au cas où on n'aurait pas compris justement qu'il s'agissait des Romains qui sont en train de récupérer ces enseignes. Et alors, on continue sur cette cuirasse. Après les dieux, après cette scène très importante, tout en haut, sur les épaulettes d'Octave Auguste, alors je vous mets la version couleur parce qu'on voit un petit peu mieux, il y a 2 symboles identiques de chaque côté. Alors ces 2 symboles identiques vont dire quelque chose, vont vous dire quelque chose parce que c'est quelque chose que vous avez vu en français dans le cadre des monstres mythologiques. Vous avez à chaque fois une tête humaine, vous avez donc des ailes et vous avez un corps de lion. Cet animal, c'est tout simplement un sphinx. Que vient faire le sphinx ici? Il est présent à 2 titres. Premier titre, que justement Auguste va beaucoup récupérer. Le sphinx, c'est l'animal qui est symbole d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est un grand conquérant qui a vécu 300 ans avant que cette statue ne soit réalisée. Et il fascinait tous les Romains, alors les Romains qui étaient déjà fascinés par les Grecs. Ils étaient fascinés aussi par Alexandre le Grand, qui à la base était un roi qui venait d'un petit royaume qui s'appelait la Macédoine, ici au nord de la Grèce, et qui avait conquis une grande partie tout le territoire plutôt que vous avez en couleur ici, qui est arrivé jusqu'en Inde et qui, en l'espace d'une dizaine d'années, avait réussi à conquérir ce grand empire, mais très rapidement, parce qu'en fait, son armée était très bien organisée. Et du coup, après, les Romains vont copier cette organisation de l'armée d'Alexandre le Grand. Alors, j'en profite pour 2 anecdotes, même si ce n'est pas du tout au programme, mais c'est pour votre culture générale.
Alexandre le Grand est un personnage donc, qui a marqué l'histoire avec ses conquêtes, qui a marqué l'histoire aussi parce que en fait, il est mort très jeune, à l'âge de 32 ans. Et souvent, on considère que s'il avait vécu encore plus longtemps, il aurait fait encore plus de conquêtes. Il est connu aussi pour 2 choses. Alors, quand il était très jeune, on lui avait présenté un cheval qui s'appelait Bucéphale, et c'est un cheval indomptable que personne n'arrivait à maîtriser. Alexandre le Grand, pour montrer justement qu'il était très intelligent, avait observé ce cheval et il s'était rendu compte que ce cheval en fait avait peur de son ombre. Et pour monter dessus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le cheval face au soleil et ce cheval justement ne voyait plus son ombre, n'était plus effrayé, il a pu le maîtriser. Et deuxième anecdote concernant Alexandre, il y a une expression en français qui s'appelle trancher le nœud gordien. Trancher le nœud gordien, ça veut dire résoudre un problème très 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 difficile. Alors d'où vient cette histoire? Il y avait une région donc dans l'Antiquité où il y avait un roi qui, pour dire justement qui allait lui succéder une fois qu'il serait mort, et qui en plus donc cette prédiction, il avait fait une sorte de prédiction qui disait que la personne qui allait arriver justement à défaire un nœud très très difficile qu'il avait fait, ce roi s'appelait Gordius, j'ai oublié de vous le dire, cette personne qui arriverait à défaire ce nœud très compliqué deviendrait maître de l'Asie. Alexandre, au cours de ses conquêtes, est arrivé dans ce royaume et puis il a entendu parler de cette prédiction. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il est allé voir ce nœud qui était très très compliqué, impossible à défaire. Il s'est pas embêté, il a pris son épée et il a coupé justement donc ce nœud avec son épée. D'où l'expression trancher le nœud gordien, ça veut dire arriver à se sortir d'une situation très très compliquée. Alors, je repars à notre armure. Donc, on a les sphinx qui, justement, permettent à Alexandre, Octave Auguste de montrer qu'il est donc très proche, qu'il se veut très proche d'Alexandre le Grand, à tel point que même dans les pièces de monnaie sur lesquelles, justement, qu'il va faire frapper, il va faire aussi représenter des sphinx. Donc, vous voyez une pièce de monnaie, comme celle que je vous avais montrée pour Marseille, d'un côté, la tête d'Auguste, et de l'autre côté, le sphinx. Alors, pour terminer, pourquoi cette œuvre a été commandée? Livie vient de perdre son mari, donc peut-être qu'elle a empoisonné, on n'en sait rien. Mais toute chose est-il qu'elle veut quand même montrer que son mari était un très grand empereur. Elle veut faire ce qu'on appelle de la propagande. De la propagande, en fait, c'est une sorte de publicité. Elle veut montrer justement, avec cette statue, que cet empereur, Auguste, a été soutenu par les dieux, c'est-à-dire il a plein de dieux sur son armure, également que lui-même est l'arrière-petit-fils de nombreux dieux, que c'est un grand chef militaire, il est habillé en militaire, en plus il a remporté une victoire, et en plus, un épisode très important, il arrive même à récupérer justement les enseignes qui avaient été prises par les Parthes, et donc à venger l'honneur de Rome lorsque Rome avait été vaincue. Cette statue montre aussi autre chose que encore une fois, les Romains copient les Grecs, c'est-à-dire que les Romains ont copié les Grecs pour la religion, et les Romains copient aussi les Grecs pour la manière de représenter les personnes. Voilà, j'ai terminé pour cette petite visite. À partir de ça, vous pouvez compléter la fiche. Et donc, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage. Au revoir.